L'amour est amour, que tu veux d'apprivoiser. Et c'est bien en après, s'il lui convient de refuser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable fin d'année. Aujourd'hui, comme promis, je vais parler du dernier livre d'Aymeric Caron, Utopia 21. Alors, il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps à analyser ce livre, parce que d'abord c'est un livre de plus de 500 pages quand même, qui a beaucoup de contenu, qui est très riche en idées. Et puis, avant de lire l'œuvre d'Aymeric Caron, il faut d'abord commencer par Utopia de Thomas More, parce qu'en fait c'est la base du travail d'Aymeric Caron. Le livre premier de Utopia 21 se présente comme une actualisation de Utopia de Thomas More. Et de la couverture du livre, on a donc en haut le nom de l'auteur, Aymeric Caron, qui est journaliste français, journaliste de la télé et de la radio. Il a beaucoup gagné en popularité depuis qu'il a travaillé comme chroniqueur dans On n'est pas couché de 2012 à 2015. Il a aussi déjà publié quelques œuvres comme Incorrect ou Antispéciste. On a le titre de l'œuvre, Utopia 21, qui fait donc référence à Utopia de Thomas More. Et puis ce qui est intéressant à voir aussi, c'est l'illustration en fait de couverture. C'est la gravure d'Ambrosius Holbein, la même illustration qu'avait déjà le livre d'origine Utopia en 1518. En quatrième de couverture, on a un petit résumé. Ceci n'est pas un livre, c'est un voyage au centre d'une terre nouvelle. Ce sont des pas sur une route à inventer. C'est un rêve pour affronter la réalité. Ici, en fait, chaque proposition résume une partie du livre, l'œuvre étant composée de 3 grandes parties. S'agissant de la substance de l'œuvre, je ne vais pas pouvoir évoquer chaque titre ni développer chaque idée, tout simplement parce que la vidéo serait trop longue pour une vidéo YouTube, et puis parce que je n'ai pas envie d'ennuyer. Alors je vais plutôt présenter un petit résumé et ensuite directement passer aux critiques, dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, pour enfin présenter une petite conclusion. Aymeric Caron reprend donc l'histoire d'Utopia. Utopia, c'est cette île dont on ne connaît peut-être pas exactement la localisation, on sait seulement qu'elle est proche de l'équateur, mais où il ferait bon vivre, où les gens vivraient heureux grâce à l'égalité et la justice qui y règne. Il faut savoir que cette œuvre de la Renaissance a eu un impact extraordinaire pour le courant humaniste, de par les valeurs qu'elle défendait, les idées qu'elle contenait et surtout la démarche et l'éloquence avec laquelle Thomas More est venu dire au peuple qu'un environnement plus sain, qu'un mode de vie plus équilibré, qu'un monde meilleur était véritablement possible. Les 2 figures principales d'Utopia sont reprises d'une certaine manière dans Utopia 21. Aymeric Caron va jouer le rôle de Thomas More, c'est-à-dire de l'homme curieux qui va poser des questions à propos de l'île, et Camille, un descendant de Raphaël, va donc jouer le rôle de celui qui rapporte tout ce qui peut se passer sur l'île et tous les changements qu'il y a pu avoir depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. La première partie du livre est donc un dialogue entre Aymeric Caron et Camille, un dialogue plein de descriptions, de débats politiques et de débats surtout philosophiques, comme par exemple le débat sur l'origine, le début et la fin des choses, où Aymeric Caron va, pour illustrer sa vision des choses, prendre pour exemple le conflit israélo-palestinien. C'est ce qui a d'ailleurs suscité quelques polémiques, notamment dans On n'est pas couché avec Yann Moix. Livre 2, il ne s'agit plus de l'histoire d'Utopia. Aymeric Caron va plutôt se livrer à un regard critique sur tout ce qui peut se passer dans le monde réel, ou plus précisément en France. La troisième partie du livre a été écrite, je pense, surtout pour toucher le lecteur, pour l'émouvoir. Il va par exemple nous citer de grands personnages, de grandes phrases, de grandes chansons, de grands films, des choses qui nous parlent à tous en tout cas. Je pense que c'est surtout pour nous pousser à être plus utopiques. Et puis j'ai beaucoup aimé l'appel qu'il fait à la fin, dans la partie qui s'intitule Réveil, organisant la révolte, que la possibilité d'un monde meilleur nous obsède, gueulant, luttant, griffant, éradiquant, refusant, poignardant le conformisme, plastiquant la lâcheté, imaginant, proposant, risquant. Tant pis s'il nous faut pour cela sacrifier un morceau de carrière et quelques relations sociales. À quoi servent nos pas sur terre si nous passons pour nous taire? Réveillez-vous, rêvez. Voilà comment s'achève le livre. Après, nous avons les remerciements. Maintenant, j'ai trouvé très pertinent l'idée principale du livre en fait. Cette idée de vouloir partager aux autres sa vision du monde parfait et de pousser les autres à faire de même. Je pense que l'idée de vouloir réconcilier ce qui est réaliste avec ce qui est utopique est très pertinent. Et j'ai trouvé génial en fait qu'ils prennent pour cela comme base de travail l'utopie de Thomas More. Voilà. Puis il y a la démarche aussi que j'ai trouvé très intelligente parce qu'en fait chaque proposition que fait Aymeric Caron est l'aboutissement d'un débat philosophique.
contrairement à ce qui peut se passer de nos jours, où la plupart des propositions, des décisions politiques ne répondent qu'à des questions économiques finalement. Je peux aussi citer cette idée de la conquête spatiale, au lieu de s'apitoyer sur notre sort et de se dire sans arrêt que la Terre ne suffira jamais à tout le monde et qu'il faut de toute façon faire toujours plus de fermetures, toujours plus de frontières, de penser plutôt à un projet qui pourra servir l'humanité entière, un projet d'ouverture et de faire de la conquête spatiale un objectif sérieux. Beaucoup d'autres choses me plaisent en fait parce que je partage la plupart de ces idées, comme par exemple concernant l'égalité, le fait de dire qu'il n'est pas normal, qu'il n'est pas raisonnable qu'un homme touche 1000 fois ce que peut toucher un autre concernant le salaire. Par exemple, quand on prend un joueur de foot et n'importe quel fonctionnaire, comment est-ce que l'un peut gagner 1800 € par mois alors que l'autre gagne 10 millions en ne faisant que jouer au foot? Ce n'est pas normal parce que jouer au foot ne mérite pas 1000 fois plus que mérite par exemple un facteur ou quoi que ce soit. Non. Chacun a un rôle essentiel et nécessaire pour la communauté. Donc je pense que le partage des ressources doit se faire tout à fait équitablement en fait. Pour ne pas faire trop long, je citerai en dernier parmi les choses que j'ai aimées cette idée de donner aux végétaux et aux animaux de véritables droits. Parce que c'est vrai, de quel droit l'humain se placerait au-dessus de tout autre être vivant? Ce n'est pas normal. Je pense qu'il faut laisser l'action sur les autres êtres vivants ne se faire que dans le cadre d'une extrême nécessité. Maintenant, rapidement, les choses que je n'ai pas aimées du tout, c'est tout ce qui est en rapport avec la condescendance intellectuelle, je dirais. Ici, par exemple, dans le livre concernant la religion, Émeric Caron ne va pas se retenir et va qualifier, par exemple, tout ce qui concerne les idées religieuses, le destin, etc., de sornettes. Et il va dire que tout ça repose finalement que sur l'ignorance et la peur. Et surtout, il va présenter tous les utopiens comme étant athées. Donc, ils ont lâché la religion depuis longtemps puisque la religion est dépassée, etc. Alors, d'abord, d'accord qu'on ne soit pas d'accord avec une idée, un point de vue, que l'on n'aime pas les religions, mais de là à se placer au-dessus de tout le monde et de faire passer tout cela pour ridicule, ce n'est pas normal. Et puis en plus, donc on a page 40, il parle de sornettes. Voilà, donc il dit « Ne me dites pas que vous croyez à ces sornettes sur le destin, sur ce qui serait écrit et ce genre de choses. » Alors que page 50, et c'est là qu'il y a une grande contradiction, il parle de Théodore Monod comme l'un des plus éminents émissaires de l'utopie. Sachant que Théodore Monod est un grand homme de foi et qui se présente lui-même comme protestantissime, sauf que je ne sais pas alors ici si la contradiction est grave ou moins grave, mais il y a une contradiction, ça c'est sûr. Et puis il y a un moment où il cite une liste d'utopistes. Une liste de 29 utopistes, et ce que je n'ai pas aimé ici, c'est que quand on cite une grande liste comme ça, on essaye au moins de mettre dans cette liste des personnages venant d'un peu partout. Donc ici, ce sera 29, les 29, à part Nelson Mandela, les 29 viennent à 100% du monde occidental. Donc il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'Asie, il n'y a pas d'Australie, etc. Pour finir de parler des choses que je n'ai pas aimées, je vais évoquer une autre contradiction. En fait, quand il parle de la religion, page 102, il dit que la religion n'est pas interdite et que la liberté d'expression et les pratiques religieuses sont tout à fait tolérées. Et en même temps, dans le titre à propos du mariage, il dit que les mariages sont interdits parce que justement, ils viennent de la religion. Donc, faut savoir, soit on laisse la liberté aux gens de pratiquer la religion, soit on interdit les pratiques religieuses. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Et puis, cette idée de vouloir interdire le mariage parce que soi-disant il viendrait d'idées religieuses est un peu exagéré parce que le mariage finalement, même si historiquement bon, il a des sources, il a des origines religieuses, je dirais que c'est surtout un pacte d'amour et que les gens ont le droit de faire ça s'ils le veulent. Je veux dire, ne pas l'obliger, d'accord, ne pas considérer une famille seulement parce qu'il y a le mariage et pouvoir fonder des familles sans mariage, d'accord, mais de là à interdire, je pense que c'était exagéré. Là, donc on arrive au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré lire le livre. C'est un livre de 500 pages mais qui se laisse lire facilement et j'ai beaucoup appris en le lisant. Maintenant, il est temps de vous souhaiter une bonne fin d'année, une bonne année 2018, en espérant que chacun d'entre vous voit son utopie se réaliser. Merci et au revoir.
Bye.